Le monde a changé. Avant, on commençait à travailler directement après ses études pour gagner de l'argent. On se posait pas trop de questions sur son premier job parce qu'on n'avait ni le temps ni les moyens. On bossait 40 ans dans 2 ou 3 boîtes, on fondait une famille ou deux, on achetait sa résidence principale, voire sa résidence secondaire, on avait un livret A, une assurance vie, un peu d'immobilier locatif, et on attendait la retraite où on touchait une jolie pension en plus du capital accumulé toutes ces années de travail ininterrompu. Si on avait suffisamment d'argent, on transmettait de son vivant, on mourait vieux, mais pas trop quand même, et nos enfants héritaient encore dans la force de l'âge. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, on étudie, on réfléchit beaucoup avant de bosser. On trouve pas forcément de travail, alors volontairement ou par nécessité, on a plusieurs jobs différents. En stage prolongé, en CDD, en indépendant. Même en CDI, aujourd'hui, la sécurité de l'emploi n'est pas assurée. Et on n'est pas sûr de garder ce même travail toute notre vie. On se pose beaucoup de questions sur la vie, sur la mort, sur la place du travail. À quoi bon bosser toute sa vie comme un con en attendant la retraite, en gaspillant les plus belles années de sa vie? Mon père a 55 ans et il se pose encore ces questions-là aujourd'hui. Alors que pourtant, la retraite, c'est presque. Hein. Encore au moins 15 ans à tirer. Ça va le faire, courage. On cherche l'équilibre entre vie pro, vie perso, plaisir. Du coup, on met pas forcément d'argent de côté avant 30, voire 35 ans. On croit encore un peu à l'achat de la résidence principale, mais pour beaucoup, la propriété est devenue has-been. On est rentré dans une économie d'usage et de partage, et non plus de propriété. Pourquoi acheter une voiture quand on peut faire du covoiturage? On peut louer un scooter, un vélo électrique, une voiture électrique à l'heure. Pourquoi acheter sa résidence principale alors qu'il a Airbnb, alors que être locataire est beaucoup plus rentable? Pourquoi mettre de l'argent de côté quand on n'a pas assez pour couvrir ses dépenses et ses plaisirs? Plus tard, mais beaucoup plus tard, on pense enfin à la retraite. De toute façon, avec la démographie, on n'aura sûrement pas une retraite par répartition. Alors à quoi bon? On sait qu'il faudra bosser probablement jusqu'à 70 ans. Le problème, c'est qu'à cet âge, on n'est pas sûr déjà qu'il y ait du travail pour nous et qu'on soit assez compétent ou en assez bonne forme physique, pour pouvoir exercer le travail qu'on nous demande. Mon prof d'histoire du lycée nous répétait constamment que 80% des emplois de demain n'existaient pas encore. Ce qu'il fallait développer, c'était surtout sa capacité à apprendre et sa capacité d'adaptation. Or, à 70 ans, cette capacité-là, elle perd drastiquement en puissance. Quand je vois encore qu'en 2024, mes parents galèrent à faire un virement bancaire sur leur appli, alors prévoir, on peut plus prévoir. En France, par exemple, on peut plus s'adresser à tous les épargnants de la même façon. On peut plus généraliser. On ne peut pas conseiller à un jeune de 25 ans de penser à sa retraite alors qu'il vient tout juste de commencer à réfléchir à son travail. On doit s'adresser à chaque génération comme s'il s'agissait d'habitants de planètes différentes. Les mentalités ont changé, les modes de vie aussi, et ça a un impact sur votre argent. La révolution bancaire n'a pas eu lieu. On a très vite oublié, je trouve qu'en 2008, les banques ont failli faire exploser la planète financière. Les banques en ligne sont arrivées dans les années 90, plus performantes et moins coûteuses, et ont tout chamboulé. Ces banques en ligne ont progressé rapidement, mais représentent encore aujourd'hui, malheureusement, une infime partie du monde bancaire français. Les fintechs sont également arrivées, avec pour objectif d'allier technologie et finance. Elles auraient dû faire sauter les banques traditionnelles, mais au final ont servi à améliorer chaque maillon de la chaîne du monde bancaire traditionnel. Au lieu de faire du B2C, donc en s'adressant directement aux consommateurs, elles ont préféré faire du B2B, donc en jouant la carte de la collaboration avec les banques traditionnelles. Les banques traditionnelles ont d'ailleurs très bien géré leur virage technologique en se servant des fintechs pour accélérer leur digitalisation. Oui, j'ai fait 3 ans d'orthophonie. Marc Fiorentino, l'auteur qui a écrit le livre sur lequel je me base pour faire cette vidéo, a dit: la banque bascule sur les mobiles et les smartphones, mais les banques traditionnelles résistent. Vous continuez à leur faire confiance, vous continuez à accepter de payer des frais largement plus élevés que ceux des banques en ligne ou mobiles, c'est votre choix. Selon moi, c'est une histoire générationnelle. La génération de mes parents ont intégré comme faisant partie nécessaire des règles du jeu de la vie l'environnement dans lequel ils ont grandi. Très peu, selon moi, remettent en cause leur habitude, leur comportement et agissent souvent en autopilote, contrairement à des générations plus jeunes. Ils continuent donc à utiliser ou à se faire utiliser par le système bancaire traditionnel sans forcément ouvrir les yeux sur les potentiels autres chemins qui sont pourtant illimités. J'ai l'impression que les générations plus jeunes ont un plus grand esprit critique que leurs aînés. On a certes aussi peur de l'inconnu, mais on a plus de facilité à l'aborder et à l'explorer. Et ça, je pense que ça va faire une grande différence dans les décennies à venir. Révolution fiscale. Encore une fois, bouleversement total pour ton argent et tes placements avec la loi Finance 2018, avec pour objectif de favoriser l'investissement productif, donc l'investissement dans l'économie réelle. L'ISF, donc l'impôt sur la fortune, se transforme en IFI, impôt sur la fortune immobilière, et taxe donc uniquement le patrimoine immobilier. Tous les actifs dits productifs ne sont soumis qu'à la flat tax
qui est beaucoup plus avantageux. L'assurance vie, le PA, l'épargne retraite, toutes ces enveloppes fiscales sont aussi avantagées par la loi Pacte de 2019. Conclusion, une fiscalité différente, avantageuse sur certains points, désavantageuse sur d'autres. L'idée est juste de comprendre les changements qui ont eu lieu et de réfléchir différemment. Quand les règles du jeu changent, il faut juste s'adapter. Ça sert à rien de ruminer. Même si la fiscalité n'a pas été modifiée sur les livrets bancaires, il faut arrêter de bourrer ces livrets-là parce que tu perds énormément en pouvoir d'achat, tu perds de l'argent bêtement. Mais juste ton matelas de sécurité sur un livret bancaire, le reste, il faut que tu le mettes ailleurs, que tu le fasses travailler différemment. Conclusion, tu ne peux plus gérer ton argent comme on le faisait avant, comme tes parents le faisaient et le font peut-être encore d'ailleurs. Il va falloir que tu réapprennes les nouvelles règles du jeu. Tu ne peux plus ignorer la révolution qu'on traverse dans le domaine des finances ou dans tous les domaines de la vie d'ailleurs. Dans un monde de plus en plus complexe, être accompagné dans tes décisions financières est devenu plus que nécessaire. Alors prends ton rendez-vous, soldat. Je te remercie pour ton attention et je te dis à la prochaine.